Voilà, je suis très heureux d'ouvrir cette séance de Sciences pour tous et d'accueillir Nicolas Cavaton, qui est chercheur à Toxalim et membre de l'équipe métabolisme et xénobiotique. C'est bien ça? Voilà, donc vous savez tous, il va nous parler des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, je vous laisse les découvrir avec lui, évidemment. Hein. C'est des choses qui perturbent les composés chimiques qui perturbent les systèmes hormonaux. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi de l'extérieur, c'est que en fait, c'est assez mystérieux du point de vue de la toxicologie. En gros, en toxicologie, on s'est habitué à être dans ce qu'on appelle le paradigme de Paracelse, c'est-à-dire, enfin, vous savez peut-être la citation qu'on attribue à Paracelse, hein, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, du coup, cette idée qu'en toxicologie, ce qui est important, c'est la dose, et ce qui vient après, c'est que, en fait, on a une relation linéaire entre la dose et la toxicité. Et donc, du coup, finalement, on peut, euh, on peut très bien envisager d'être exposé à de très faibles doses des produits, même s'ils sont toxiques, puisque, en fait, leur toxicité à très faible dose n'est pas importante. Pour les perturbateurs endocriniens, il en va différemment. Donc ça, et donc du coup, par rapport à la toxicologie, les perturbateurs endocriniens ont été l'un des éléments effectivement qui a conduit à reconsidérer l'approche de la toxicologie. Mais je ne vais pas être trop long là-dessus, simplement dire que évidemment c'est important. Alors là, dans le titre, c'est dans nos assiettes, ça invite dans nos assiettes, mais ça invite un peu partout. Hein. On trouve beaucoup de perturbateurs endocriniens, notamment dans les plastiques. J'en discutais avec Nicolas, l'unité Toxalim a joué un rôle important dans la production de connaissances qui ont mis en évidence le caractère perturbateur endocrinien du bisphénol A qu'on trouvait en fait dans la plupart des plastiques, notamment les biberons. Et donc, ces connaissances ont conduit à l'interdiction en France des perturbateurs endocriniens pour les usages liés à l'alimentation. Donc, c'est dire enfin, effectivement l'importance de ces travaux. Nicolas lui-même, en fait, a eu la chance de faire un postdoc à Boston auprès des grands pionniers en fait de ce domaine, Anna Soto et Carlos Sonnenschein. Donc, on a là vraiment avec Nicolas la chance d'avoir un grand expert de ce domaine. Et je le remercie à nouveau d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Alors, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont à distance. Et on salue aussi apparemment, nous avons beaucoup d'élèves qui sont connectés avec leurs professeurs dans différents lycées toulousains et aux alentours. Donc, merci beaucoup de me faire l'honneur de venir et de me permettre de venir vous parler de cette thématique qui me tient à cœur depuis bientôt une vingtaine d'années. Et qui finalement nous touche tous en tant que chercheurs et en tout cas personnes qui travaillons dans la recherche, mais aussi en tant que consommateurs. Donc je viens de Toxalim et je travaille dans l'équipe métabolisme et xénobiotique, qui est une équipe dirigée par Daniel Zalco et Fabien Jourdan qui s'intéresse au métabolisme et à la toxicologie. Donc, on a tout un panel de l'équipe qui s'intéresse plus particulièrement au devenir métabolique de xénobiotiques. Donc, un xénobiotique, c'est concrètement tout ce qui est extérieur à notre organisme. Donc, un médicament, un pesticide, toute molécule qui est extérieure à notre organisme.
Et donc, nous, on s'intéresse à Toxalim plus particulièrement aux contaminants alimentaires et environnementaux. Et si en plus ils sont perturbateurs endocriniens, on est encore plus content. L'idée, c'est à partir de modèles animaux, de modèles cellulaires ou aussi à partir de données humaines, de s'intéresser au devenir de ces xénobiotiques dans l'organisme pour voir si on arrive à finalement une détoxication et donc pour finir par éliminer la molécule de départ et aussi ses métabolites, ou alors si, par malheur, on arrive à un mécanisme de bioactivation, c'est-à-dire qu'on va obtenir des métabolites qui vont être réactifs et qui vont être doués d'une activité biologique, en particulier une activité de perturbation endocrinienne, ce pourquoi on est ensemble cet après-midi. Et nous avons tout un autre panel dans notre équipe, donc composé de bioinformaticiens, avec lesquels on travaille sur des approches métabolomiques et on s'intéresse à la biologie des systèmes pour étudier comment ces xénobiotiques vont moduler le métabolisme endogène et voir si ces effets pourraient être durables sur la santé en s'exprimant plus tard dans la vie de l'individu par des effets néfastes. Et donc, on a certains perturbateurs endocriniens, ou en tout cas molécules qui sont douées d'activité endocrine, qui sont un petit peu, qui ciblent un petit peu plus notre intérêt, comme les bisphénols, aussi certains pesticides, les composés perfluorés. Pour ceci, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette séquence. Alors, si on fait un petit historique des perturbateurs endocriniens, en fait, l'histoire a commencé avec la publication de ce livre, Printemps silencieux, par Rachel Carson, qui a été publié aux États-Unis en 1962. Vous voyez que cette problématique prend naissance il y a quand même un certain nombre d'années, et ce livre est très connu pour avoir contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental. En fait, dans cet ouvrage, il traitait les effets négatifs de pesticides sur l'environnement, et en particulier chez les oiseaux. Et en fait, selon Rachel Carson, le DDT, qui était un pesticide qui était largement utilisé dans la région où elle se trouvait, était la cause de coquilles d'œufs qui étaient plus fines chez les oiseaux et qui occasionnait une hausse de la mortalité avec des problèmes de reproduction chez ces populations d'oiseaux. Ça a été aussi une occasion pour Rachel Carson d'accuser l'industrie chimique de pratiquer de la désinformation et aussi aux autorités publiques de répondre aux attentes de l'industrie chimique sans se poser de questions. Donc c'est vrai qu'il y avait une réelle dénonciation dès 1962 à travers ce livre, qui a eu un impact international très important puisqu'il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et grâce à ce livre, il s'est créé l'agence de protection environnementale américaine, l'USEPA, et ça a quand même conduit aussi à l'interdiction du DDT aux USA dès 1962. Et donc, c'est la sortie de ce livre et toutes les conséquences que ça a introduit dans la communauté que s'est lancée vraiment la toxicologie environnementale. Alors, les perturbateurs endocriniens, on les a découverts par des constats, à la fois dans l'environnement et dans certaines populations. Dès les années 70, donc un petit peu plus tard après la sortie du livre de Rachel Carson, on avait donc recueilli dans la bibliographie pas mal de données sur la fragilité des coquilles d'œufs et des malformations embryonnaires et aussi les troubles migratoires. On s'était aperçu aussi qu'il y avait une perturbation de l'appareil reproducteur chez les moutons d'Australie. En fait, ces moutons d'Australie paissaient dans les champs des trèfles qui sont très riches en vénistéine. À l'époque, on ne savait pas tous ces termes, que derrière tous ces mots se cachaient les premiers perturbateurs endocriniens. Mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de toucher le système reproducteur, ou en tout cas qui allait perturber le système endocrinien. Dans les années 80, à la suite d'un accident, de déversement massif de DDT dans le lac de Floride, il y a eu des espèces d'alligators qui avaient de gros problèmes de reproduction, jusqu'à conduire dans les années 80 à 95 les peintures anti-salissure qui étaient pleines de tributylétain, et qui avaient conduit à la masculinisation des femelles du veau. Donc ça, c'était dans la nature. Après, malheureusement, des populations ont été exposées, alors des expositions accidentelles, mais aussi abusives. Parce que si on fait juste un petit historique sur le distilbène, c'était une molécule qui avait été donnée dans les années 60 aux femmes enceintes pour prévenir de problèmes pendant leur grossesse, éviter les fausses couches.
Et il s'en est tiré que ce médicament n'était pas du tout, en tout cas, n'avait aucun effet positif sur les grossesses chez ces femmes, mais avait entraîné des conséquences dramatiques avec beaucoup de cancers, avec beaucoup de malformations chez les enfants dont les mamans avaient été exposées à cette molécule, et y compris chez les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants. Autre accident, dans la ville de Seveso en 1976, où un nuage toxique de dioxine avait donc contaminé toute la ville de Seveso et donc provoqué des troubles neurologiques, des problèmes d'infertilité, des problèmes de cancer. Et donc tout ceci avait quand même conduit à faire paraître cette loi qu'on appelle la loi Seveso et qui aujourd'hui nous oblige à déclarer toute entreprise ou toute industrie qui pourrait porter atteinte à la santé de l'environnement ou des populations en cas d'accident. Tout ceci nous ramène en fait à notre première alerte sur les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que tous ces lanceurs d'alerte avaient finalement identifié que des molécules mimaient l'action des œstrogènes ou des molécules qui se comporteraient comme telles, qui joueraient en gros le rôle d'imposteurs et donc finiraient par provoquer des perturbations hormonales. Et donc, c'était les premières alertes sur des expositions précoces et des effets à faible dose de molécules de notre environnement sur la santé. Alors, Pierre Benoît nous l'a rappelé, dès 1991, des chercheurs ont essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait au sein de leur laboratoire, mais en ont surtout fait les frais, puisque Anna Soto et Carlos Sonnenschein ont identifié pour la première fois le nonylphénol comme étant une molécule qui allait se comporter comme une hormone féminine dans leur test de e-screen, donc sur les cellules MCF7. Ces cellules sont très sensibles aux œstrogènes, donc aux hormones féminines. Et en fait, ils se sont rendus compte que des molécules contenues dans les tubes en plastique que vous voyez en photo avaient finalement migré dans la solution dans laquelle ils préparaient leur dilution. Et cette migration avait conduit à rendre toutes les cellules positives à leur test. Ça a été la première fois. Mais imaginez, aujourd'hui, je vous le dis, tout le monde l'accepte, replacez-vous dans le contexte de l'époque où aller faire entendre à la population scientifique ou même à la population générale qu'une molécule allait migrer du plastique dans la solution et que ce plastique allait être responsable d'effets œstrogéniques, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément été très bien accepté au premier abord. Mais ceci allait dans le même sens que Poulet, qui avait remarqué dans ces populations d'alligators des problèmes de reproduction avec de nombreuses anomalies du système reproducteur, en particulier le micropénis chez les alligators. Et il se trouve que dans le lac où nageaient ces alligators, il y avait eu, quelques années auparavant, des contaminations par une entreprise à proximité qui avait rejeté des taux très très importants de dicophol et de DDT. Alors ça, c'était côté américain. On avait le pendant côté européen avec ce chercheur danois, Nils Kakebeek, chercheur et médecin, qui avait observé une augmentation vraiment dramatique de consultations de jeunes hommes qui venaient pour des problèmes de stérilité, comme on disait à l'époque. Et en fait, il a monté une étude, une méta-analyse, donc avec Elisabeth Carlsen, pour conclure à un déclin de la qualité spermatique chez l'homme. Et comme c'était fait en Europe, forcément, les Américains n'y ont pas cru et ont demandé à ce que tous les résultats soient repris par Shanna Swan, une scientifique américaine, qui a bien évidemment confirmé, mais aussi étendu ces résultats aux autres populations pour arriver malheureusement à la même conclusion qu'il y avait réellement un déclin de la qualité spermatique chez l'homme, bien évidemment. Alors, toujours côté européen, John Sumter, en Grande-Bretagne, avait remarqué une inversion du sexe chez les poissons qui étaient exposés, qui nageaient dans des eaux de rivière contaminées. Et il a fallu attendre 1996, donc vous voyez quand même un grand nombre d'années après la sortie du livre de Rachel Carlson, mais il a fallu attendre que Theodora Colborn publie son livre, Solar Future, dans lequel elle rassemble toutes les données de ces scientifiques que l'on vient d'évoquer, qu'elle avait regroupé à la conférence de Weybridge, et c'est la première fois qu'a été utilisé le terme de perturbateur endocrinien
la première fois que cette problématique a réellement émergé en tant que telle. Et bien sûr, il a encore fallu attendre, vous voyez, quasiment 10 ans, pour que le premier reportage grand public soit enfin diffusé à la télévision, donc Mal en péril, Man in Danger, donc, où Sylvie Gilman et Thierry Delestrade ont vraiment fait le tour de tous les pionniers de cette problématique pour arriver à faire émerger et informer en tout cas le grand public. Alors depuis, les reportages commencent un petit peu à sortir. Donc vous aviez eu Poisson en élevage en eau trouble en 2013. Barbara Demenex, qui est aussi une des pionnières dans cette problématique, plus sur les aspects thyroïdiens, a sorti aussi un livre. Sylvie et Thierry ont sorti un deuxième reportage plus spécialisé sur les perturbateurs thyroïdiens cette fois, puisqu'on a aussi, même au sein des perturbateurs endocriniens, des spécificités. Et le dernier en date qui vient de sortir, c'est Shanna Swan, qui cette fois a sorti un livre dans lequel elle vraiment dénonce et essaye d'expliquer comment notre monde moderne menace le nombre de spermatozoïdes, altère le développement des hommes et des femmes et surtout compromet l'avenir de l'espèce humaine. Alors, évidemment, on parle de perturbateurs endocriniens, mais il faut quand même arriver à en donner une définition. Alors, celle qui prévaut aujourd'hui, c'est celle que nous a donnée l'OMS en 2002, c'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes et qui vont altérer les fonctions du système endocrinien et, de ce fait, vont induire des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Alors, cette définition, elle mérite d'exister, mais malheureusement, on aimerait qu'elle soit un petit peu plus précise. Et c'est vrai qu'il y a une bataille, toujours à l'heure actuelle, pour arriver à la faire évoluer, et le combat est toujours d'actualité. Donc, dans cette définition, vous avez un mot qui est important, c'est l'effet néfaste. Donc, un effet néfaste, l'OMS nous en donne en 2009 aussi une autre définition. Donc, c'est un effet néfaste se caractérise par un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une sous-population, en portant atteinte aux capacités fonctionnelles ou à la capacité à répondre à une situation de stress supplémentaire ou encore à augmenter la sensibilité à d'autres influences. Donc, cette définition un peu pompeuse, je vous l'accorde, je m'en excuse, montre quand même une chose quand même qui est très importante, c'est qu'en fait, une perturbation endocrinienne ne peut pas être considérée comme un effet toxique en soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dépassement des régulations homéostatiques et qui soit durable pour qu'on arrive à classer cette action comme une perturbation endocrinienne. Et là où on commence à rentrer un petit peu dans le vice du système, c'est qu'en fait, un perturbateur endocrinien va être défini par son mécanisme d'action et non pas par la nature de ses effets nocifs ou toxicocinétiques. C'est-à-dire qu'à la paillasse, quand on revient après dans les laboratoires, il faut passer souvent plusieurs années pour arriver à démontrer un mécanisme d'action qui sera à la fois néfaste et endocrinien, avant d'arriver à faire entrer, ou en tout cas à enclencher le processus de classification. Alors, comment agissent les perturbateurs endocriniens? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des mécanismes d'action, mais de prime abord, on va dire une manière la plus simple de se représenter les choses, c'est de regarder de perturber l'activité hormonale. Donc, en fait, vous avez ici une représentation. Vous savez que dans notre corps, on a des hormones avec des récepteurs. Et l'idée, c'est qu'un organe produise une hormone qui va être transportée jusqu'à un organe cible où l'hormone va pouvoir exercer son action. Donc, cette activité hormonale, elle se fait donc via ces récepteurs et c'est ce qu'on appelle une action directe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens vont pouvoir agir à tous les niveaux et à toutes les différentes étapes de la production de l'hormone. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mimer l'action de ces hormones en se substituant à elles dans les mécanismes biologiques qu'elles contrôlent et jouer le rôle d'imposteur. Elles vont aussi empêcher l'action de ces hormones en se fixant sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent habituellement. Et elles peuvent aussi modifier la production naturelle de nos hormones, comme les oestrogènes, la testostérone, en interférant avec leurs mécanismes de synthèse, de transport ou d'expression.
Donc, en fait, notre exposition aux perturbateurs endocriniens, eh bien, cette exposition, elle vient aussi des conséquences de notre mode de vie, puisque on est toujours dans l'ère de la chimie, avec une évolution sociétale qui a fait qu'on consomme beaucoup et de plus en plus. Et donc, nous avons de nombreux résidus chimiques qui finalement contribuent à notre exposition environnementale et alimentaire à des perturbateurs endocriniens. Donc, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, c'est pour ça que je passe rapidement sur cette info. Mais voici quelques exemples de perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés. Alors, pas tous, selon l'endroit dans lequel vous vivez, selon aussi vos habitudes, mais on peut commencer par définir. Alors, ces listes, malheureusement, n'est pas exhaustive, mais vous avez ici quelques représentants de chacune de ces différentes familles et sous-familles. Mais vous avez bien sûr certains pesticides, donc avec des herbicides, des fongicides, des nématocides, et aussi, bien sûr, les fameux insecticides qui font en parler en ce moment. Vous avez les polluants industriels, type détergents, comme les alkylphénols ou les plastiques, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, dont le bisphénol A, les phtalates, les styrènes. Vous avez certains métaux lourds qui sont aussi doués d'activité endocrine, et les produits de combustion, dioxine, PCB. Vous avez bien entendu des produits cosmétiques. Alors, ceux-ci, on ne les mange pas, je vous l'accorde, mais on y est exposé aussi tous les jours en se mettant de la crème anti-solaire, par exemple, donc pleine de parabènes, de benzophénol ou alors de camphre, aussi le phtalate. Vous avez les produits synthétiques pharmaceutiques. Alors, ceux-ci, je les ai quand même mis entre parenthèses parce que quelque part, c'est un petit peu ce qu'on leur demande d'être des perturbateurs endocriniens. Une pilule contraceptive, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'elle module un petit peu votre balance endocrinienne. Après, si on prend le cas du paracétamol, c'est vrai qu'à l'époque où il a été mis sur le marché, ce n'était pas exactement un effet perturbateur endocrinien qui était ciblé, mais en tout cas, cette exposition rentre, la prise de ces produits synthétiques pharmaceutiques rentre dans notre cocktail d'exposition quotidien. Et vous avez bien entendu certains produits naturels, donc que l'on voit, que l'on consomme régulièrement à travers nos fruits et nos légumes. Et donc, certains d'entre eux contiennent des molécules comme la génistéine ou la daïzéine, comme dans le soja par exemple, où vous avez donc une source de perturbateurs endocriniens, donc en particulier des phytoœstrogènes, qui vont aussi contribuer à notre pool d'exposition. Alors, il existe une liste de perturbateurs endocriniens qui a été identifiée au niveau européen. Et donc, vous avez 6 pays de l'Union européenne qui contribuent à mettre à jour cette liste. Donc, pour référencer toutes les molécules identifiées comme perturbateurs endocriniens ou en cours d'évaluation. Et donc, ces pays compilent les informations dans le but d'améliorer les connaissances, d'accroître la transparence et la cohérence et surtout l'homogénéité entre les différents États membres. On améliore la coordination entre les domaines législatifs et l'idée, en fait, que j'espère que vous sentez, ce serait que ce serait possible que l'identification et la réglementation d'autres perturbateurs endocriniens soient facilitées par ce dépôt unique d'informations. Donc, vous avez le lien, si vous voulez après aller voir, et normalement, vous avez à ce jour tous les perturbateurs endocriniens qui sont listés. Alors, si on s'intéresse d'un peu plus près à nos assiettes, voici différentes catégories de molécules qui peuvent rentrer dans notre pool d'exposition à travers nos assiettes ou à travers notre façon de préparer nos aliments. Donc, on va retrouver les phtalates, par exemple. Vous allez les retrouver dans les ustensiles de cuisine, dans les contenants alimentaires, dans les bouteilles en plastique. Vous avez les composés perfluorés dans les ustensiles de cuisine ou dans les toiles anti-adhésives. Vous avez également des pesticides, que là vous allez retrouver dans la de l'entraînement. Et vous avez aussi les fameux bisphénols, qui font tant parler aujourd'hui, dans les boîtes de conserve, dans les bouteilles en plastique, dans les canettes, dans les pots de yaourt, mais aussi dans les films alimentaires. Donc vous voyez qu'on a quand même des sources assez variées de contamination par des perturbateurs endocriniens. Et j'ai choisi de me focaliser sur deux grandes familles, à savoir certains pesticides et les emballages alimentaires et ustensiles de cuisine. Alors, tout d'abord, premier exemple d'un pesticide qui est
malheureusement très célèbre, le fameux chlordécone. Donc cet insecticide organochloré est toxique, écotoxique et très persistant. Donc vous savez qu'il a été utilisé aux Antilles françaises et sa première utilisation se situe vers les années 70 pour lutter contre le charançon du bananier, la petite bête que vous avez en photo. Et il a été utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises. Mais vous savez que vous avez des études de cancérogénèse chez l'animal de laboratoire qui ont permis de classer cette molécule comme cancérogène possible pour l'homme, bien évidemment, par le cirque. Et donc, le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne l'utilise plus qu'on ne le retrouve plus. Et malheureusement, ce chlordécone n'est non biodégradable et qu'il a une demi-vie évaluée selon les auteurs entre 250 et 650 ans dans les sols. Ce qui fait qu'en fait, les populations, en particulier aux Antilles, continuent d'être exposées à cette molécule. Et donc, la voie orale constitue la principale voie de pénétration du chlordécone. Et après l'absorption intestinale, le chlordécone se distribue dans l'ensemble des tissus dans lesquels il s'accumule, et de préférence au niveau du foie. On en retrouve relativement peu dans le tissu graisseux. Et en fait, ce chlordécone, il a des effets sur la grossesse et le développement des jeunes enfants, avec un risque accru de prématurité. Il est promoteur de tumeurs pouvant favoriser le développement de cancers hormonodépendants. Il augmente le risque d'avoir un cancer de la prostate chez les hommes qui ont des prédispositions génétiques. Et surtout, il a une activité œstrogénique directe, qui a été démontrée au niveau testiculaire, une activité œstrogénique indirecte au niveau de l'hypophyse en réduisant les sécrétions d'hormones qui sont impliquées dans la synthèse de testostérone. Et il a aussi une activité antithyroïdienne, c'est-à-dire qu'il va perturber la régulation des hormones au niveau de votre thyroïde. Le deuxième exemple que je voulais choisir, c'était le DDT, donc cet insecticide organochloré, qui est désormais interdit et classé probablement cancérogène pour l'homme légalement par le CIRC. Eh bien, en fait, il y a une association positive qui a été retrouvée entre l'être humain et le DDT, enfin, entre l'être humain exposé au DDT, et le cancer du foie qu'il a pu développer, le cancer du testicule, du sein ou du lymphome malin non-Hodgkinien. Alors, ce DDT, il pose des problèmes avec des effets écotoxiques très importants vis-à-vis des populations aquatiques et terrestres dans les régions particulièrement traitées pour la démoustication. Et donc, l'exposition de ces populations, de ces animaux, ont conduit à un amincissement des coquilles d'œufs, par exemple chez le faucon pèlerin, comme vous le voyez ici. Vous avez sur la photo un œuf normal à gauche et un œuf dont la coquille est complètement fragilisée, voire même percée au milieu, à la suite d'une exposition à ce DDT. Et bien sûr, il a aussi conduit au micropénis de chez les alligators de notre ami Lou Guillette. Et donc, tout ceci a conduit à s'intéresser de plus près à cette molécule, puisqu'elle est toujours présente dans l'environnement et aussi on la retrouve dans certains aliments, toujours aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce qu'il est très persistant dans le sol, même des dizaines d'années après son application, et qu'on le retrouve dans les graisses de tous les organismes vivants. C'est ce qu'on appelle donc un polluant organique persistant. Et récemment, donc il y a à peu près 5 ans, on a encore revu apparaître des articles scientifiques montrant qu'une exposition prénatale au DDT pouvait multiplier le risque de cancer du sein par 4. Donc, c'est une molécule qui a été bien classée, qui a même été interdite, mais dont on continue d'avoir les effets des années après. Et là où c'est le plus embêtant, c'est qu'il faut bien se rendre compte que ce soit pour le DDT, mais aussi pour tous les autres perturbateurs endocriniens, des individus sont beaucoup plus exposés que les autres. Si on s'intéresse au ratio de poids, bien évidemment, vous comprendrez bien qu'un fœtus ou un embryon ou un nouveau-né sera beaucoup plus exposé qu'un adulte. Mais là, c'est une étude qui avait rapporté que le DDT qui avait été mesuré dans la ration de la mère, qui était de 0,5 microgrammes par kilo, se retrouvait dans le lait maternel de l'ordre de 80 microgrammes par kilo, ce qui fait qu'il y avait une exposition de 160 fois plus chez les nourrissons que chez sa maman. Donc la fenêtre d'exposition périnatale est très critique, et c'est celle où il faut faire la plus attention quand on est, ou en tout cas où il faut essayer de s'exposer le moins possible aux produits chimiques, mais aussi perturbateurs endocriniens.
Alors, une autre source importante de perturbateurs endocriniens, et Benoît l'a soulevé tout à l'heure, c'est le cas des emballages alimentaires. Et en fait, jusqu'en 2020, eh bien, les Européens consommaient 900 milliards d'aliments et de boissons emballés chaque année. 5 millions de tonnes d'emballages alimentaires sont jetés dans l'environnement et réapparaissent tôt ou tard dans notre alimentation. Alors, tout ceci faisait qu'un volume global de consommation de bisphénol A pour différentes zones d'application a été estimé à 7,7 millions de tonnes en 2015, 8 millions en 2016 et toujours 10 millions, enfin quasiment 11 millions de tonnes en 2022. Parce que n'oubliez pas que le bisphénol A avait été interdit dans les emballages à contact alimentaire, mais il continue d'être utilisé dans plein d'autres applications. Donc, on continue d'y être exposé d'une manière indirecte. Si on s'intéresse à celui du bisphénol S, le taux annuel de bisphénol S manufacturé ou importé dans la communauté européenne a été estimé de 1000 à 10 000 tonnes données par l'ECA en 2015. Alors, si on continue un petit peu dans les chiffres, on a plus de 300 milliards de canettes de boissons qui sont produites chaque année dans le monde. Et dans ces canettes, vous aviez, en 2014, 90% qui étaient en aluminium, 10% étaient en acier. Et donc, on a 75 milliards de boîtes de conserve vendues dans le monde en 2011. Et la capacité de production mondiale de revêtement de boîtes de conserve était estimée à 800 000 tonnes, soit à peu près 2,8 milliards d'euros. Et bien sûr, il y a un enjeu économique à travers tout ça. Donc, en 2013, les canettes de boissons ont rapporté environ 30 milliards de dollars et les boîtes de conserve, 9 milliards de dollars américains. Alors, pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est que, bien sûr, vous avez aussi une pression de l'industrie à, évidemment, ne pas forcément faire aller les réglementations dans le sens qu'on ne voudrait pas. Mais il n'empêche que les agences réglementaires sont là pour veiller au grain, mais avec les limites dont je vais vous parler tout de suite, c'est-à-dire que les matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires sont réglementés, mais au titre de règlements qui sont souvent un petit peu pas forcément complets. Et en fait, quel que soit l'aliment, les matériaux doivent répondre au principe d'inertie. Donc, c'est le règlement 1935-2004 de la Commission européenne qui nous dit que tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires sont élaborés conformément aux bonnes pratiques de fabrication et que dans des conditions normales et prévisibles d'emploi, eh bien, ils ne doivent pas relarguer ou présenter de danger pour la santé humaine. Alors, on a un deuxième règlement qui est, lui, destiné plus précisément aux matières plastiques, c'est le règlement 10-2011, et ce sont ces deux règlements avec lesquels les agences réglementaires doivent, en tout cas, rendre des avis sur des demandes industrielles d'utilisation, de demandes d'extension. Alors, on va voir à quoi servent en fait ces emballages alimentaires, parce que finalement, on pourrait se demander s'ils sont vraiment nécessaires. En fait, ils ont quand même un rôle très important de protection de l'aliment, de conservation des qualités nutritionnelles et organoleptiques, de facilitation du transport. Ils permettent aussi un étiquetage. Si vous avez une boîte plus grande, plus vous pouvez écrire dessus. Ils peuvent renforcer aussi l'attractivité en termes d'économie. Mais ces matériaux au contact des denrées alimentaires ne sont pas inertes. Et c'est bien là tout le problème, c'est qu'il y a des interactions qu'il peut y avoir, comme la migration, c'est-à-dire un transfert de molécules chimiques de l'emballage vers l'aliment et qui va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez la migration globale pour l'ensemble des substances et vous avez la migration spécifique quand on s'intéresse à une seule substance au milieu d'un migrant. Alors, si vous considérez ici cette représentation schématique, vous avez des monomères des revêtements internes, donc les constituants propres de la résine interne, hein, de votre boîte de conserve ou de canette, par exemple, ou de votre film alimentaire. Et vous avez aussi des additifs. Eh bien, sous certaines conditions, mais des conditions vraiment normales d'utilisation, il va y avoir migration de ces particules ou de ces substances, de ces molécules, jusque dans votre aliment. Et donc, forcément, c'est ce qu'on appelle donc le migra, donc l'ensemble des composés qui migrent de l'emballage vers l'aliment. Et donc, plus vous allez augmenter votre niveau d'exposition, plus vous allez augmenter le risque d'avoir des effets néfastes. Alors, les paramètres qui favorisent cette migration, ça va être le rapport surface-volume, ça va être aussi la durée de conservation. Quand vous conservez plusieurs années les boîtes de conserve dans un placard,
qui va par exemple être soumis au chaud ou au froid selon l'endroit où vous le stockez. Donc la température, s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, la nature de l'aliment, parce que vous allez favoriser la migration si l'aliment est gras, si l'aliment est d'alcool, par exemple, quand vous stockez des canettes de bière, par exemple, ou la nature du migrant, simplement. Et donc on définit des limites de migration spécifiques, au-delà duquel le film, par exemple, ou la résine ne peut être utilisée, en tout cas, pour une utilisation à visée alimentaire. Alors, vous avez, je ne vais pas les passer en détail, mais vous avez tout ce type de résines internes qui peuvent rentrer dans la composition de boîtes de conserve, de canettes, de films d'emballage. Et retenez que vous avez certains qui sont riches en perturbateurs endocriniens, et vous pouvez les retrouver, donc vous avez ces petits logos qui vous sont donnés sur les emballages alimentaires. Retenez que seuls le 2 et le 4 sont des plastiques. Alors, j'ai mis sans danger. Le sans danger, moi, ne me plaît pas trop. Donc pour ça, je l'ai mis entre guillemets, parce que tout plastique présente quand même quelque part un danger. Mais voici ceux, en tout cas, qui contiennent le moins de perturbateurs endocriniens. Donc, retenez 1, 3, 6, 7 AIT. Alors, au niveau français, on a une étude nationale qui permet de surveiller et nous fournir des données qui concerne notre exposition à certaines substances dans l'environnement, mieux connaître notre alimentation et notre activité physique et mesurer l'importance de certaines maladies chroniques dans la population, comme l'asthme, le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, c'est l'étude Esteban qui a fait l'objet de nombreuses publications et qui a regroupé 2500 adultes et 1104 enfants avec des échantillons biologiques dans lesquels on a pu déterminer des résidus de bisphénol, de phtalates à l'issue de notre alimentation, de parabènes, d'éther de glycol, de retardateurs de flamme, de composés perfluorés. Alors, si on descend encore un petit peu, je ne surveille pas le temps. 5 minutes. Si on fait un petit focus sur les bisphénols, vous savez qu'aujourd'hui, on a interdit le bisphénol A, je vais aller assez vite. Ce bisphénol A, on le trouvait dans les résines internes de boîtes de conserve de canettes, les pansements dentaires. On les retrouvait aussi à la surface des CD. Et sous des utilisations normales, en utilisation normale, on pouvait retrouver des monomères libres ou alors directement issus des facturettes carte bleue, par exemple. Et donc, on était exposé à quelques microgrammes de bisphénol A par jour, par voie alimentaire ou par voie cutanée. On sait que ce bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien, c'est un des plus célèbres, avec un effet sur le système reproducteur. Il se comporte comme une hormone féminine, il aurait même tendance à nous faire devenir obèses, et avec des effets sur le développement, la thyroïde, la barrière intestinale. Et on peut se réjouir parce que le bisphénol A, grâce à la France, a été interdit dans tous les emballages à contact alimentaire depuis le 1er janvier 2015, et il a été classé comme substance extrêmement préoccupante dans le règlement REACH en tant que perturbateur endocrinien. Maintenant, on a eu bien sûr des candidats. On n'avait pas vu disparaître les boîtes de conserve, on n'avait pas vu disparaître les canettes dans le produit de consommation courante. Donc, le bisphénol A a été remplacé par d'autres bisphénols, puisque c'était relativement simple d'utiliser quelque chose de structuration chimique assez semblable. Et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, malheureusement, les remplacements ne sont pas forcément meilleurs que la molécule de départ. Et vous avez, par exemple, ici, dans cette étude publiée par Capitelch en 2019, un recueil de beaucoup de bisphénols pour lesquels vous voyez qu'ils sont aussi œstrogéniques, ils ont aussi des activités qui inhibent le récepteur des oestrogènes ou le récepteur d'oestrogène bêta ou alpha, je ne rentre pas dans le détail. Et au final, on en arrive aujourd'hui à avoir déclassé le bisphénol B comme substance très préoccupante, donc SBHT, donc ça date du 8 juillet le dernier, donc comme étant perturbateur endocrinien pour la santé et pour l'environnement. Le bisphénol S est en cours d'évaluation et on aimerait qu'il soit aussi, lui, classé comme substance très préoccupante en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé humaine et l'environnement, alors qu'on le retrouve dans nos tickets de caisse, mais qu'on le retrouve aussi dans les résines polyéther sulfone, donc en particulier le biberon et la vaisselle des enfants.
et le bisphénol F, lui, qui est toujours interdit, mais dont on sait qu'il a des traits œstrogéniques avec un temps d'élimination beaucoup plus long que celui du bisphénol A. Donc, très bien d'avoir supprimé le bisphénol A, malheureusement, les substituants ne sont pas plus sans danger, en tout cas. Rapidement, pour l'utilisation de composés perfluorés, parce que c'est des choses auxquelles on est exposé aussi quotidiennement et on en entend parler et le sujet va revenir sur le devant de la scène dans très peu de temps. Vous avez ces composés perfluorés qui sont donc en particulier le PFOA, qui est une molécule que l'on trouve dans les revêtements des poêles anti-adhésives, les textiles anti-taches, les tissus type Gore-Tex, les mousses anti-incendie, mais aussi les emballages alimentaires, comme vous avez les boîtes à pizza, les pop-corn que l'on met au four. Tout ceci finit par contaminer l'eau, le sol, la faune et la flore. Et on arrive aujourd'hui à retrouver des résidus de ces composés perfluorés dans notre sang et dans certains de nos tissus, avec des effets qui sont quand même très inquiétants. Alors, je me focalise que sur les effets de perturbation endocrinienne, mais une réduction des taux d'hormones et retard de la puberté, atteinte de la fonction thyroïdienne, obésité et cancer du testicule et du rein. Alors, vous avez eu la déclaration de Madrid en 2015 qui a permis de sortir cette déclaration qui permet de limiter en tout cas la production et l'utilisation des PFAS et de développer des solutions alternatives non fluorées plus sûres. Donc, c'est le challenge d'aujourd'hui. Et au niveau réglementaire, il faut savoir quand même que ces perturbateurs endocriniens, ou en tout cas au sein de matériaux au contact des denrées alimentaires, eh bien, on ne les évalue pas réellement, malheureusement. Vous avez des règlements européens qui permettent de distinguer différents matériaux, comme vous les avez ici, les matières plastiques, les papiers carton, etc. Vous avez une réglementation qui est spécifique pour certains matériaux à travers des directives vraiment spécifiques quand elles sont harmonisées au niveau européen, pour les matières plastiques, les céramiques ou les caoutchoucs. Mais quand vous n'avez pas d'harmonisation pour les différents pays, eh bien c'est la réglementation nationale qui permet, par exemple, de réglementer les silicones, les matières en caoutchouc ou l'aluminium. Eh bien, en fait, vous avez un potentiel PE qui est encore peu considéré dans l'évaluation. Et ces substances qui comportent, donc toutes ces substances, elles doivent faire partie d'une liste autorisée pour être utilisées avec des conditions d'utilisation, des restrictions d'emploi, des critères de pureté, etc. Donc, vous avez l'EFSA qui dirige ça au niveau de l'Europe, et vous avez l'ANSES au niveau de la France, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau quand c'est pas harmonisé. Et donc, vous avez un groupe de travail, le groupe Matériel, qui s'intéresse aux matériaux et auxiliaires technologiques dans le domaine de l'alimentation et de l'eau, qui permet de donner ou pas des accords sur l'utilisation ou l'extension d'emploi. Et malheureusement, le potentiel de perturbation endocrinien n'est encore pas considéré dans cette évaluation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réglementation spécifique applicable en tant que telle aux perturbateurs endocriniens. En tout cas, pour les emballages à contact alimentaire. On a une prévention des risques qui est faite uniquement et qui doit répondre aux mêmes exigences qu'une démarche de prévention. Et tout ceci parce qu'il nous manque une définition réglementaire commune et officielle à l'ensemble de la législation européenne. Alors, on a quand même le règlement REACH, qui est donc un règlement européen, qui permet de recenser, d'évaluer, de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Vous avez le règlement phytopharmaceutique, l'UE 2018-605, dans lequel vous avez une section sur les perturbateurs endocriniens. Vous avez le règlement délégué 2017-2100 sur la définition des critères perturbateurs endocriniens conformément au règlement biocide. Mais à ce jour, la définition n'a pas été reprise dans le cadre des autres règlements européens relatifs aux autres produits chimiques, et en particulier à ceux au contact alimentaire. Alors, pour terminer rapidement, juste au niveau français, on a carrément donc une structure, l'ANSES, qui a un groupe de travail donc, dédié aux perturbateurs endocriniens et avec lesquels on travaille sur la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est la deuxième, là, jusqu'à maintenant, et qui permet de réduire l'exposition des populations et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, c'était à la demande des ministères chargés de la santé que l'agence, même depuis 2009, c'est pas un travail d'hier, mais un travail d'expertise d'envergure sur à peu près 30 substances
identifiés comme reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens, avec des connaissances sur les substances chimiques, leurs dangers, les risques. Vous avez au niveau européen plusieurs comités. Vous avez le CHIR, qui est donc le comité scientifique pour la santé, l'environnement et les risques émergents, le SCCS, qui est donc le comité scientifique pour la sécurité du consommateur, avec au niveau des ingrédients cosmétiques, les nanoparticules dans les cosmétiques et aussi les groupes de méthodologie. Vous avez l'EFSA qui s'intéresse à tout l'aspect alimentaire de la Commission européenne, l'ECA et le JRC, donc qui est le bras technique en fait, donc avec qui se mettent au point les tests réglementaires, enfin qui deviennent théoriquement réglementaires. Mais l'évaluation se fait toujours molécule par molécule. Et c'est là aujourd'hui où c'est vrai qu'on aimerait en tout cas passer à la vitesse supérieure et que pour l'instant, il manque encore d'efficacité à ce niveau-là. Alors pourquoi? Parce que Pierre Benoît l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, la dose fait le poison, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi vrai avec les perturbateurs endocriniens. Quand on travaille en évaluation du risque, on cherche toujours le niveau de dose le plus bas dans une expérience qui va produire un effet néfaste que l'on dit observé, la l'OAEN. Après, on continue à descendre jusqu'à ne plus observer cet effet, donc on obtient la dose sans effet nocif observable, qui nous permet, après, de déduire, de dériver arithmétiquement, avec des facteurs de sécurité, une dose journalière admissible ou une dose journalière tolérable. Et donc, avec ça, on est content, avec un effet monotone, quasiment monotone, dose-réponse. Et malheureusement, pour les perturbateurs endocriniens, ça, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'on peut observer des effets d'intensité égale à des doses beaucoup plus faibles que celles qui sont prévues. Et du coup, on remet en cause tous les paradigmes anciens de Paracelse, 16e siècle, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais les perturbateurs endocriniens nous ont remis un petit peu dans nos retranchements, nous conduit dans nos retranchements, parce que ces effets qui sont observés même à très très faible dose ou à très très faible concentration, et avec ces doses-réponse non monotones, qui nous mettent un petit peu, et qui nous donnent du fil à retordre, parce que l'évaluation du risque classique a du mal à être faite avec les paradigmes existants. Alors, on continue le combat, on ne baisse pas les armes. L'équipe est impliquée dans 2 projets AMR qui s'intéressent aux nouveaux emballages alimentaires, donc à la fois dans des résines et à la fois sur des emballages dits modernes, type bambou, etc. Et on a aussi encore toujours des projets en cours sur les composés perfluorés avec ma collègue Nathalie Poupin et le projet Mystique où on s'intéresse au transfert et au métabolisme cutané des principaux bisphénols dans les papiers thermiques portés par Daniel Zalco. Et on participe également au projet Goliath qui nous permet de voir cette fois l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur le métabolisme endogène, puisque c'est aussi une voie d'abord des perturbateurs endocriniens, donc des perturbateurs métaboliques. Voilà, donc juste un mot pour conclure, j'ai été trop long, je suis désolé. Non, ça va. Donc l'exposition par notre alimentation de nombreux produits chimiques fait que voilà, on conduit à avoir des effets relativement néfastes qui vont malheureusement se manifester beaucoup plus tard dans notre vie et en tout cas longtemps après le moment où on a été exposé aux molécules. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une consommation très, très importante, voire trop importante, de nourriture emballée, voire suremballée. Et peut-être qu'à l'échelle individuelle, on pourrait essayer en tout cas de limiter, nous, cette consommation-là et faire évoluer nos pratiques et nos choix pour déjà choisir peut-être les aliments qui seraient déjà pas suremballés. Ce serait déjà un bon départ pour éviter justement cette contamination de l'environnement et qui finira par contaminer notre alimentation. Gardez quand même à l'esprit, de façon très positive, que les agences réglementaires veillent et qu'il y ait une évaluation du risque, qu'elle soit faite par l'ANSES, par l'EFSA, la Communauté européenne. Et ces agences transmettent leurs avis aux gestionnaires du risque qui, eux vont prendre après les décisions qui s'imposent. Et donc, l'idée, c'est de continuer la recherche sur ces substances émergentes pour beaucoup, puisqu'on les voit encore apparaître dans la nature, pour donner aux agences et aux experts suffisamment de données robustes pour faire la meilleure évaluation du risque possible. Voilà, retenez que les phases d'exposition périnatale sont les phases les plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens.
et que ces effets se font à très faible dose et qui sont de plus en plus préoccupants, en particulier à cause de ces courbes dose-réponse non monotones. Voilà. Si vous voulez creuser un petit peu plus, c'est le petit moment publicité. Voilà, l'ARET, donc l'Association pour la recherche en toxicologie, publie régulièrement des lettres d'information. Alors, ça ne serait pas que des perturbateurs endocriniens, mais vous avez une source des données qui est assez intéressante. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas. On a quelques questions dans le chat et puis on va en prendre dans la salle aussi. Je vais commencer peut-être par le chat et puis après je reviens dans la salle. Donc on a Dominique Lavanant qui demande, dans le cadre de la définition, la consommation massive de sucre est-elle un perturbateur endocrinien? La consommation massive de sucre. Alors, le sucre en soi n'est pas identifié comme un perturbateur endocrinien, mais en tout cas, ça va moduler le métabolisme endogène. Et forcément, quand on déséquilibre une balance fine de régulation, on peut arriver à avoir des désordres d'un point de vue énergétique, mais le sucre en soi n'est pas un perturbateur endocrinien. Merci. Vous voulez poser une question? Vas-y. Oui, je voulais demander si ces molécules étaient détruites par incinération. Lesquelles? Les molécules dont vous avez parlé, qui sont toxiques, parce que pourquoi on les retrouve pourquoi on les retrouve dans l'environnement? Parce qu'elles vont dans l'eau, parce que Alors, en fait, ce ne sont pas incinérées. si on prend le cas de l'emballage plastique ou l'emballage, alors pas forcément alimentaire, mais même les emballages que vous avez, le cas le plus commun, c'est quand vous avez des paquets de lessive, par exemple, ou de produits détergents. Une fois qu'ils sont vides, alors on les met dans la bonbonne à recycler, mais Oui. on sait bien que tous les pays du monde ne recyclent pas et tout ceci se retrouve dans les océans. On parle du 5e continent. Et si on les incinérait, est-ce qu'on les détruirait? Ces plastiques, ces composants de plastique toxiques. Voilà. C'est avec une réponse qui ne va pas vous plaire, parce que vous allez, oui, détruire certaines molécules, mais vous allez en générer d'autres. Oui, en générer d'autres, oui. Donc, un peu comme la dioxine. Quelques molécules de dioxine. Voilà. L'idée, ça serait effectivement un monde parfait s'il commencerait déjà par plus avoir de plastique du tout. Et imaginez, ne serait-ce que dans cette pièce, si on enlevait tout le plastique autour de vous, il ne resterait pas grand-chose. Aujourd'hui. Et alors, pour le contact alimentaire, est-ce que le verre est beaucoup mieux? Oui. Propre, le verre propre. Ah, le verre propre, c'est quoi le verre propre? C'est-à-dire que pas le Pyrex, par exemple? Quand on dit propre, il faut que vous êtes sûr que vous n'ayez pas laissé de produits savonneux, de produits risque de faire. D'accord. Parce que vous allez vous contaminer pour le reste devant la caméra. Ensuite, du coup, que pensez-vous de la généralisation abusive pesticides égale perturbateur endocrinien? Alors, Fabrice c'est faux, Tavera. parce que tous les pesticides ne sont pas des perturbateurs endocriniens, et tous les perturbateurs endocriniens ne sont pas des pesticides. Certains le sont, et certains sont en cours d'évaluation, d'autres ont été interdits pour on l'a vu avec le DDT. Voilà. Il faut après essayer de trouver les meilleures substitutions possibles pour éviter de... Parce que c'est un combat, on le voit bien aujourd'hui avec beaucoup d'associations qui prônent l'antipesticide, et ce sera une bonne chose à terme, mais à condition d'avoir aussi des solutions pour les remplacer et efficacement. Des données sur la contamination par le brossage des dents, avec des brosses à dents plastiques. Oui, il y a des données. Alors, là, on rentre plus dans les aspects cosmétiques, les aspects aussi nano, parce que ça en fait partie. Il y a des données qui existent au niveau de l'Europe, au niveau même de la France, puisque selon votre... alors, c'est principalement dû au dentifrice que vous utilisez, donc selon le choix de votre dentifrice, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'étiquetage PE sur les produits, qui soient alimentaires ou qui soient cosmétiques. C'est ce que les gens aimeraient à terme,
Sauf qu'il va falloir un parchemin en fait, sur chaque produit pour avoir la compta. Voilà. Je ne sais pas si ce sera vraiment une solution, est-ce qu'on prendra le temps de tout lire, mais bon, ça fait partie des pistes qui sont explorées. Je vais essayer de rassembler. Il y a beaucoup de questions. Donc, quand certains thèmes ont été un peu évoqués, je ne les reprends pas. Vous m'excuserez pour ceux qui les posent, mais voilà, je pense que c'est répondu en partie. Une autre question sur qu'en est-il de la distinction risque et danger sur les perturbateurs endocriniens? Alors, distinction. Alors, c'est Fabrice Tavera. Alors, s'il veut apporter un élément, il peut allumer son micro. Qu'en est-il de la distinction risque et danger sur les perturbateurs endocriniens? Le danger, c'est ce qu'on fait au laboratoire. C'est-à-dire qu'on essaye de caractériser le danger qui va exister quand on va être exposé à telle ou telle molécule ou mélange de molécules. On va avoir des effets et donc on va caractériser le danger. Après, il faut tenir compte de l'exposition à ce danger. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle le risque. Le risque, c'est le danger, enfin c'est l'exposition à un danger. Le cas classique, c'est un alligator, c'est vrai que ça représente un danger. Voilà. C'est vrai qu'un alligator ici dans cette salle à Toulouse, le risque est vraiment, vraiment maîtrisé. Voilà. Comme il n'y a pas la même chose en Floride. Bon, voilà, c'est pour faire un petit peu le. Voilà. Après, au niveau des perturbateurs endocriniens, le risque est de mieux en mieux maîtrisé. On l'évalue aujourd'hui, on a des techniques aujourd'hui qui se sont affinées au fur et à mesure des années. Avec l'ANSES, mène un travail de fourmis et d'arrache-pied avec une équipe que je salue vraiment parce que elles sont débordées, parce que je dis elles parce que il y a beaucoup de filles. Voilà, et avec les experts, on travaille vraiment ardemment et je ménage pas, personne ne ménage sa peine pour arriver à vraiment évaluer le risque au mieux grâce à la caractérisation de ces dangers au sein des labos. C'est vrai que si on a des données robustes avec des études faites le plus possible dans des conditions réglementaires, alors c'est vrai qu'on tient compte de toutes les études, mais si elles sont faites de façon réglementaire, ça donne un peu plus de poids. D'accord, merci. Allez-y, oui. Oui. Merci pour votre présentation. J'ai une petite question, notamment par rapport à l'eau qu'on boit dans les robinets. Est-ce qu'il y a un risque ou est-ce que c'est checké globalement la qualité de l'eau par rapport aux perturbateurs endocriniens? Alors, elle est vérifiée, bien évidemment. Toute l'eau que vous avez à disposition, l'eau est dite potable. Après, elle n'est pas exempte de petits résidus hormonaux, de petits résidus de pesticides. On n'a pas forcément non plus la possibilité de filtrer, si je peux utiliser ce terme un peu abusivement. Donc, vous avez l'eau du robinet avec ces résidus-là, vous avez l'eau des bouteilles en plastique, où vous aurez les minéraux de plastique, vous aurez, je dirais que je vous laisse le choix de contamination, mais en tout cas, tel que les agences réglementent, et en particulier la Société des eaux, on peut en tout cas leur faire confiance en espérant que c'est le cumul en fait qui est dangereux. C'est pas parce qu'on va boire un verre d'eau contaminée qui va se produire que nos oreilles vont pousser en pointe ou je ne sais pas. C'est malheureusement la multi-exposition, l'exposition chronique au quotidien, ce qu'on fait quand on boit de l'eau. Mais en tout cas, les connaissances sont suffisantes aujourd'hui pour essayer de prendre le maximum de précautions. Alors, du coup, je rebondis. Est-ce qu'il peut y avoir des effets cumulatifs des doses des résidus de pesticides dans l'alimentation qui se situent dans les limites légales? J'espère pas. Je n'espère pas. En tout cas, ça n'a pas été vraiment remonté. Forcément, plus facile on vit, on prend un danger, on prend un risque aussi. Il y a un moment où il faut c'est une question compliquée qui peut arriver en cas d'accident peut-être à la rigueur, ou alors si vraiment on le cherche. Mais normalement, les agences veillent pour que je ne dis pas qu'on retrouve aucun résidu sur aucun aliment, mais c'est censé être maîtrisé. Voilà. Oui, en fait, dans le prolongement de ces échanges et
de la question qui vient d'être posée. En fait, comme la toxicologie réglementaire, elle est faite molécule par molécule. La vraie vie, c'est des multi-expositions répétées sur des périodes très longues. Et donc, du coup, il peut y avoir de bonnes raisons pour que, dans les limites réglementaires, on ait des effets inattendus. Donc, c'est ce qu'on a vu, en fait, quand on a travaillé un peu sur les effets synergétiques, sur les néonicotinoïdes, Donc, du coup, la question que je me pose, c'est de savoir si, dans ces domaines, en fait, on peut attendre des progrès de connaissances assez décisifs venant d'approches du type exposome, qui précisément visent à prendre en compte ces multi-expositions sur des périodes assez longues. Et est-ce qu'à Toxalim, vous avez des travaux sur ces questions? Alors, on a des travaux qui sont en cours sur, alors après, pas forcément sur les molécules, on a des études cocktails, comme on les appelle. Mais souvent, c'est pas si facile que ça à mettre en place, parce que il faut choisir le cocktail, le modéliser, donc ça fait appel à des compétences bien particulières. Alors, on a des travaux, y compris dans l'équipe, pour montrer effectivement, selon votre régime alimentaire, quand je dis régime, c'est notre bol alimentaire, effectivement, notre cocktail d'exposition va être un petit peu différent. Après, au niveau de l'agence réglementaire, au niveau de l'évaluation, là, c'est compliqué. Ce qu'on essaye de faire plus aujourd'hui, c'est de faire ce vers quoi on doit se former, c'est ces fameuses outils de grouping pour essayer d'évaluer des familles de molécules en même temps, avec ces approches par read-across aussi, puisque c'est vrai que ce sont des choses, on en entend beaucoup parler, il y a déjà beaucoup de choses qui sont publiées dessus au niveau européen. C'est vrai qu'au niveau français, c'est pas qu'on est à la traîne, c'est qu'on, je ne sais pas si c'est, oui, ça permettrait d'aller plus vite, mais est-ce que ça se permettrait d'aller mieux? Je ne sais pas. Parce que si on prend simplement la famille des bisphénols, on sait bien qu'ils se comportent tous différemment, même s'il y a un ou deux atomes qui changent d'un bisphénol à l'autre. Après, il faut bien qu'on avance. Je comprends les demandes des deux côtés. Il ne faut pas qu'après, l'évaluation à tout va ne mène non plus à des considérations qui seraient plutôt impactantes pour notre mode de vie. Mais c'est un problème d'actualité, alors on est en plein dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément encore les compétences. Il y a des gens qui sont experts dans le cross, dans l'utilisation de pulsars, dans l'utilisation de grouping, mais ce n'est pas généralisé encore au sein de tous les labos et de tous les racines. Mais il faut faire attention aux écueils auxquels ça peut conduire. Est-ce qu'il existe des études sur les éventuels effets des perturbateurs endocriniens sur plusieurs générations? Oui, ça a déjà été montré, en particulier la vinclozoline. Ça a déjà été montré, en particulier avec la vinclozoline, mais aussi avec le bisphénol A sur les études multigénération, avec le tributylétain. Malheureusement, c'est des choses qui se voient. Alors, le distilbène, le diéthylstilbestrol est l'exemple le plus tragiquement célèbre et le plus ancien, mais ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce médicament qui avait été donné à des mamans enceintes pour leur éviter de faire des fausses couches et en fait, on conduit à des effets. Alors, en fait, au niveau santé et au niveau effet, c'était vraiment la bérésina, parce que ça n'a conduit à aucune amélioration. Mais par contre, à des effets vraiment délétères chez la génération qui est née donc, de ces mères exposées, chez les enfants chez les petits-enfants de ces mères exposées et chez les arrière-petits-enfants. Et je dirais que malheureusement, on a une magnifique cohorte, mais ce qui est bien triste, parce que c'est quand même des gens qui vont vivre avec ça au quotidien. Il vient poser une question. Ouais. En fait, c'était la question sur le on a plusieurs questions sur le verre aussi. Bon, le verre versus emballage conserve ou emballage plastique. Plus on limitera nos emballages en plastique, moins on contaminera l'environnement, moins on aura de... Je n'ai pas pu l'aborder aujourd'hui, mais vous avez aussi tous les effets des micro et des nanoplastiques qui sont en train de jaillir
bon, voilà, c'est aussi, nous sommes tous contributeurs de cette pollution et du coup de notre contamination. Donc, si aujourd'hui on essaye de travailler de concert avec les gouvernements et les instances réglementaires pour limiter cette pollution, on contribuera aussi à limiter notre exposition. Oui. Oui, c'est une question aussi. Est-ce qu'on peut faire des plastiques sans bisphénol? Parce que vous dites que s'il n'y a plus le A, on prend le S, mais il y a toujours une toxicité résiduelle quand même. Alors là, j'ai pris le cas, par exemple, de cas bien particulier, parce que c'est un peu ce que je connais le mieux, le cas des bisphénols, mais vous avez des plastiques qui sont, vous avez dedans des phtalates, vous avez plein d'autres molécules qui permettent de synthétiser des plastiques. Et pourquoi on ne pourrait pas imposer, enfin, je veux dire, bien sûr, il y a des trucs économiques derrière, mais que le 2 et le 4, finalement, qui ne sont pas toxiques. C'est ça que vous avez dit, le numéro 2 et le numéro 4? Oui, mais simplement, alors, bon, je ne voulais pas rentrer dans ce détail parce que c'est rébarbatif, et puis, mais selon ce que vous voulez emballer, selon ce que vous voulez faire, parce que si vous faites une bouteille en plastique, ou si vous faites un biberon pour bébé, ce ne sera pas forcément le même plastique, parce que ce ne sera pas forcément le même usage, ce ne sera pas la même façon de le retraiter derrière. Donc, ça fait appel à différents types de plastiques pour lesquels vous avez donc différents types de molécules. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même interdire les plus toxiques? Si, à condition que… Qui sont toxiques. Alors, toxique, on le sait, c'est la perturbation endocrinienne. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas encore dans l'évaluation vraiment du risque au niveau de l'emballage une fois fait, si vous voulez. On va les utiliser, on va effectivement les évaluer molécule par molécule. On va évaluer le bisphénol A, le bisphénol S, le bisphénol B, le bisphénol voilà. Mais on ne va pas évaluer la résine en soi, une fois qu'elle est prête à être mise dans la boîte de conserve, par exemple. On va prendre une dernière question, puisqu'on a dépassé un peu le temps. Y a-t-il un moyen de se désintoxiquer, étant donné qu'il est certain que nous avons été exposés à de tels perturbateurs? Alors, se désintoxiquer, je ne sais pas. Arrêter de s'intoxiquer, on peut en tout cas espérer y contribuer, effectivement. Alors, favoriser l'utilisation du verre, limiter le suremballage. Alors, c'est pas immédiat comme effet. Ça sera effectivement pour ne pas polluer l'environnement et ne pas se recontaminer. Voilà. On a, je pense, des moyens d'agir à notre échelle individuelle. Bon, c'est un petit peu comme le chauffage, il faut qu'on l'accepte et qu'on le mette en place. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut tous faire à notre échelle. En tout cas, il le faut. Merci, ça, on pourra terminer sur cette note-là. Beaucoup de remerciements aussi, voilà, les gens qui nous ont quittés, qui te remercient pour ta présentation.